propos du ministre des Transports, M. Ngale Bibere, qui avait fait savoir qu'on a eu 937 morts au courant de l'année 2019. Quel bilan peut-on en faire sur l'année 2020 aujourd'hui au Cameroun, mesdames, messieurs? Le fait est assurément très grave et interpelle plus d'un Camerounais sur les risques qu'on pourrait avoir en cette fin d'année 2020. 2020 n'avait peut-être pas encore dit son dernier mot. Et nous, on en profite ce matin pour adresser nos condoléances aux familles durement éprouvées qui ont connu au moins un décès sur cet axe lourd Yaoundé-Bafoussam. Bienvenue à vous, madame, messieurs, et bienvenue justement à la grande famille. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Santé, Dominique Audrey. Merci à vous de rester de nos côtés. Bonjour à vous, monsieur Mbachou. Charles Hamel. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. On achève 2020 sous fond de négociations, alors que les instituteurs qui se préparaient à être recrutés ou qui n'ont pas été recrutés par le Minédub se préparaient à descendre dans la rue. Il y a eu concertation et il y a eu négociation sous cap avec, entre guillemets, des promesses. Alors que le personnel d'appui de l'université, lui, se préparait à faire aussi sa part de grève, il y a eu négociation. Et on a pu esquiver la grève avec des promesses. Quand est-ce qu'on va continuer à faire tellement de promesses dans ce pays, des promesses à dose homéopathique qu'on ne résolvera jamais? La preuve, on a promis des routes, des infrastructures routières. Les gens ont cru, voilà là où nous sommes. On attendait le métro, le TGV, le tramway. Jusqu'à ce jour, on lève les yeux, on regarde vers le ciel. Pays de promesses, quand il nous tient. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre la mère Toumaneon Damdjoya de la commune du Noun et le sultan, bien sûr roi des Bamoun aujourd'hui? Les compétences territoriales, si vous voulez, ancestrales en même temps, où se limite la compétence du sultan roi des Bamoun et où se limite effectivement la compétence aujourd'hui du maire de Fumban. La guerre est existentielle aujourd'hui dans cette commune très chère au Cameroun. Est-ce que c'est un affrontement entre partis politiques, notamment le RDPC de ce côté et l'UDC également d'un autre côté, ou encore ce sont des querelles intestines qui n'ont peut-être pas encore trouvé solution aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on fait du peuple du Noun aujourd'hui, on va dire, des victimes d'une guerre qui ne sert véritablement à rien? Au final, qui doit reconstruire la porte d'entrée de Fumban? La question est posée, madame, messieurs. Allez voir ce qui se passe sur le terrain. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Ngachou-Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le 19 mai 2020, le chef de l'État nous invitait à rester à la maison, à ne pas procéder au défilé. Covid-19 exige, c'était une bonne chose. Mais dans son discours, il avait dit qu'il a demandé à son gouvernement d'être inventif pour sortir non seulement de Covid, mais surtout de la crise économique qui risque de s'abattre sur le Cameroun. Nous sommes en fin d'année, nous allons voir, nous allons examiner ensemble ce que le gouvernement de Paul Biya a fait. Il y en a qui disent le gouvernement de John Gouté. Non, ce n'est pas le gouvernement de John Gouté, c'est le gouvernement de Paul Biya. Nous allons voir jusqu'où le gouvernement a été inventif cette année. Jusqu'où justement le gouvernement a été inventif cette année 2020 concernant la résolution de la crise, on va dire la crise sanitaire qui a secoué le Cameroun pendant pratiquement 10 mois aujourd'hui. Mais il est important de se poser une question évidente ce matin. Finalement, qui tire les ficelles, entre autres au niveau de la présidence de la République et le camp Suppé également, autour du docteur Manoda Malachi? C'est quoi cette guerre qui existe effectivement dans ce ministère qui, dit-on, devra appartenir à une caste de personnes et non pas à certains? Finalement, c'est qui le problème? Bienvenue à vous, Karine Santia, ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Bon, on veut savoir ce qui s'est passé tout au long de l'année 2020, mais je peux vous dire qu'il y a eu des élections régionales. Et puisqu'on parle d'élections régionales, on va parler des conseils régionaux et des conseils municipaux. Et le ministre Mounouna Foutsou, très ingénieux, a pensé à ce qu'on pourrait mettre sur pied le conseil régional et le conseil municipal des jeunes.
dans tout le Cameroun. Dans chaque région, chaque arrondissement aura son conseil municipal des jeunes, son conseil régional des jeunes, ce qui est bien parce qu'on est là pour appliquer la décentralisation de manière profonde en impliquant les jeunes lorsque les vieux ont échoué. Karine Sontia, justement, et ses propos très durs ce matin, madame, messieurs, merci à vous. Mais qu'est-ce qu'il nous dira exactement le 31 décembre prochain? On parle là du chef de l'État, son excellence Paul Biya, Dominique Odon-Henri, déjà, je ne sais pas trop pourquoi. Quel bilan fera-t-il exactement de l'année qui s'achève? On est à 72 heures. Les Camerounais auront-ils la chance de regarder Paul Biya lui-même, leur dire ce qu'il aura à dire? Quelle analyse pourra-t-on faire de la situation politique au Cameroun, la question des droits de l'homme au Cameroun, la question justement de la crise sanitaire qui a secoué le Cameroun pendant 10 mois aujourd'hui, et surtout, est-ce que Paul Biya pourra nous dire exactement comment est-ce que l'argent du Covid a été géré au Cameroun? Que dire de la situation de Bamenda et Buea en ce qui concerne la crise anglophone, mais surtout de cette tuerie qui a fait plus de mal, trop de mal au courant de l'année avec ses enfants de combat? On attend le 31 décembre prochain. Dominique Audrey, bonjour, vous en riez tout à l'heure. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Il ne faut pas attendre grand-chose. On sait déjà. Pourquoi? Il y a eu 50 000, 500 000 ou bien 1 million d'emplois créés. Il y a eu des enfants qui sont morts à combat. Et il y a eu le coronavirus. Et il y a les échéances sportives qui arrivent. Et le Cameroun sera prêt. Voilà. Donc avec Voilà. le Chan également. Voilà. Donc, entre On a autres. les routes déjà? Oui, de façon ramassée, c'est de ça qu'il s'agira. Mais bon, puisqu'il faut écouter tout de même, certainement le langage va changer, les termes vont changer. Les Camerounais vont écouter parce que de plus en plus, Bien ils sûr, boycottent c'est un le discours rendez-vous. du chef de l'État. Non, c'est un rendez-vous. Hein, ce qui n'est pas normal. C'est un rendez-vous. Au contraire, je trouve que beaucoup écoutent plus ce discours pour avoir matière à débattre. Voilà, Bon, justement. on veut débattre, mais au-delà des débats, il faut des actions concrètes. Et qui va les mener ces actions? Les Camerounais, le Voilà. peuple, peut-être très amorphe. On l'attend. Beaucoup trop. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. C'est une histoire qui nous vient de la région de l'Ouest, précisément dans le Ndé. Je ne sais pas si la précision vaut la peine, mais au moins la jeune femme qui nous écrit, elle est âgée de 24 ans aujourd'hui et son fiancé est âgé de 28 ans. Ils sont en couple depuis 5 ans et elle raconte d'abord l'histoire de sa vie avec sa mère qui a eu 5 enfants avec 3 pères différents. Les deux premiers ont eu un père et le père a doté sa mère. Le deuxième mari avec sa mère a eu un enfant et le troisième père a eu 2 enfants dont elle est issue du couple des 2 derniers. Aujourd'hui, sa mère s'est refait avec un autre homme. Elle dit qu'il y a un le mois... quatrième? Mais il n'y a pas d'enfant, oui, c'est le 4e mari. Voilà. Donc, il n'y a que le premier qui a doté, le reste, il n'y a pas de précision là-dessus. Elle raconte donc qu'elle vit avec son fiancé depuis 2 ans et il y a un mois, celui-ci a décidé de venir demander officiellement sa main. Et pendant la cérémonie, elle dit que son beau-père a été tellement loin. Il a demandé une somme exorbitante d'1 200 000 francs pour sa dot, sachant que son fiancé, son petit copain, ne fait pas grand-chose comme métier. Et aujourd'hui, celui-là est désespéré, désemparé. Il ne sait pas comment faire pour avoir une telle somme. Donc, Père Bombok... S'il vous plaît, quel beau-père? Le nouveau conjoint de sa mère. Donc, Père Bombok, Monsieur Mbachou, comment convaincre mon père que mon homme est incapable de donner cette somme aussi exorbitante d'1 200 000 francs pour ma dot. Elle dit qu'elles sont 4 filles à leur mère et elle imagine bien comment ce sera pour ses autres sœurs. Elle dit que la mère de son fiancé a promis de la virer de la maison de son fils parce que sa mère d'abord a eu plusieurs foyers. La mère de son fiancé. Oui, donc sa d'accord. future belle-mère Oui. a promis de la virer de la maison, d'abord parce que sa mère n'a pas une très bonne réputation pour avoir aligné plusieurs relations qui n'ont pas marché et elle craint que sa fille soit à l'image de sa mère, puisqu'on dit telle mère, telle fille également. Et elle dit qu'elle a quelquefois honte de la vie que sa mère a pu avoir. Donc j'ai honte d'avoir une maman qui a fait autant d'enfants avec différents maris. Il n'est pas mon père, celui qui a demandé les 1 200 000, il n'est pas mon père. Il n'est pas son géniteur. Oui, il n'a jamais rien fait pour moi et il ne connaissait même pas mon nom. Donc, voilà le problème. Comment est-ce que je fais pour que... Belle précision. Celui qui demande 1 200 000, c'est celui avec qui maman vit aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, qui est le 4e qui vient sur la liste Oui. des personnes que maman aurait alignées. Oui. Donc, le père même, le tout premier qui a doté maman,
n'a rien dit. Non. Le deuxième, Puisqu'on lui a rien demandé. le deuxième justement, n'a rien dit. Même son père n'a rien Son dit. père géniteur qui est le troisième, N'a rien dit. est-ce qu'il est au courant justement de ce mariage-là? Mais il n'a rien Il n'a rien demandé. dit. C'est Rien le dit. quatrième Donc, on qui l'a mis rentre en dans la vie de marge, maman maintenant, certainement. Oui. qui demande justement 1 200 000. Puisque maman est dans la vie avec cet homme-là. Donc D'accord. le père de la fille a été mis en marge. Tous de vivent cette où à histoire. Baganté? Pardon? Tous vivent à Baganté? Bon, dans le ND, elle Dans n'a le pas ND. précisé. Ah, d'accord. Oui, et vivent dans le ND. Tous, elle a été élevée par lequel? Par sa mère. Ah ouais. Par D'accord. sa mère. Et sa mère est rentrée dans une relation avec le monsieur. D'accord. Allez, c'est une histoire, madame, monsieur, qui vous est soumise justement ce matin. Merci, bien évidemment, de nous laisser vos nombreuses appréciations, vos commentaires sur la page 10-12 Le Zénith ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live ce matin sur Facebook. Le numéro qui s'affiche au bas de l'écran vous permet également de réagir. On vous lira tout à l'heure. Et moi, je vous renvoie justement de Nicodé. Je commence par vous exactement avec cette histoire ce matin. Bah, oui, Elle a demandé comment on diminue la liste de la dose. non, non, non. Déjà, il faut apprécier un fait. C'est que la fille dit justement que sa belle-mère, sa future belle-mère, voudrait justement la mettre de côté parce qu'elle a peur que cette fille se comporte comme sa mère. Oui, Alors, n'a-t-elle pas raison, cette future belle-mère-là? bien sûr. Elle a raison. Tout le monde a des appréhensions. Ça peut arriver qu'on émette des jugements de valeur sur des gens par rapport à leur environnement direct. Entendez par là les personnes qui les entourent, les personnes qu'elles côtoient. C'est pour ça qu'on dit généralement, dites-moi avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Parce que les gens autour de nous influent et impactent. Le problème que j'ai avec cette fille, qu'on traitera certainement d'occidentalisée, et cette occidentalisation-là a une explication, parce que nos très chers aînés qui nous ont précédés, nos prédécesseurs bantous, ne se sont pas donné la peine de nous retransmettre des valeurs, créant ainsi un vide conséquence. L'Occident est entré et ils C'est ont... une attaque. Là. Permettez, monsieur C'est une Mathieu. attaque. Oui, c'est- L'Occident est entré et ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont pris du terrain parce que nos parents n'ont pas su nous transmettre les valeurs qu'ils prônent aujourd'hui. Donc, cette jeune fille occidentalisée aujourd'hui a le culot de juger sa mère. Elle dit qu'elle a honte que sa mère ait pu avoir autant de mariages. Bon, des mariages, disons ça comme ça. Elle a honte. Elle a Oui. honte que ça m'ait eu autant de relations, disons. Oui. Mais ne devrait-elle pas avoir honte? Non. Lorsqu'une femme décide de quitter un homme, Ne il y peut-on a pas des avoir honte de ses raisons. parents si les parents posent des actes qui sont inacceptables, contraires à l'orthodoxie d'une vie normale? Un père qui, à l'âge de la retraite, passe son temps à boire et qu'on ramasse Oui. dans la rigole, ça c'est honteux. Justement. Ça c'est honteux. Une Mais mère, si une mère votre qui a fait mère, 4 mariages, parce que les 3 premiers n'ont pas marché, certainement sa mère n'est pas dans l'optique, on supporte le mariage pour tout. On supporte jusqu'au bout, au point de tout perdre et sa vie et ses yeux et ses ne membres doit-elle pas se au nom reprocher du quelque chose, mariage. cette maman? Michel Gachou, lorsqu'on est dans une relation avec quelqu'un et que ça ne marche pas, logiquement, je veux dire qu'une personne normalement constituée, c'est qu'elle a une remise en question à faire. Oui. On doit se faire son introspection et se dire, ok, ça fait 3 fois, je me suis retrouvée dans telle situation dans mes relations. Donc si ça ne revient pas, ça veut dire que le fait que je sois trop colérique insupporte mes vis-à-vis. Il faudrait que je travaille dessus. Et c'est certainement ce qui a fait qu'aujourd'hui, sa mère se soit retrouvée dans ces situations-là. Mais elle n'a pas à avoir honte. Certainement, sa mère est partie de ces mariages parce que ça ne marchait pas. Elle ne nous dit pas si sa mère était battue par ses précédents conjoints. Surtout qu'elle vient en 4e position, dont elle ne sait pas ce qui a justifié les séparations précédentes de sa mère. D'accord, on ne juge pas son parent. On peut apprécier au moins le parcours de son parent. Bien sûr, elle peut tout de même, elle a 24 ans, elle peut avoir une conversation d'adulte avec sa mère et demander à sa mère, mais maman, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu n'es pas resté avec le père de Papou, les premiers? Pourquoi tu n'es pas resté avec eux? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et sa mère, puisque sa fille aujourd'hui montrera qu'elle est une adulte, pourra avoir une conversation d'adulte. Nos mères ont toutes eu un passé. Et dans mon environnement direct, la mienne a partagé son passé avec moi. Justement, lorsque le parent partage ses expériences, son passé,
avec ses enfants, c'est une façon de préparer les enfants à ce qui pourrait arriver. Donc il y a eu un manque de dialogue entre les deux. Conséquence, la mère aujourd'hui, ou cette fille, a un problème avec l'image qu'elle a de sa mère. Mais maintenant, estimer qu'on a demandé une dot exorbitante à hauteur de 1 200 000 francs, moi je trouve que c'est idiot de sa part. De jeter sa famille comme ça, parce qu'au visage de la part de qui, de la fille qui de la jeunette, qui pense que c'est exorbitant, que c'est exorbitant. Ouais. Parce que, à ce que je sache, la dot qu'on demande à votre mari n'est pas pour vos parents. C'est quelque chose qu'on va redistribuer aux gens. Est-ce que le mari lui-même qui demande 1 200 000 a qualité, est-ce qu'il légitimement, c'est à lui justement de faire cette demande-là? Mais si la femme lui a dit que c'est mon enfant, demande la dot, tu es mon mari, lui quoi, il va appeler ses frères et ils vont manger. Donc cette jeune fille, il ne faudrait pas qu'elle se retrouve dans une situation compliquée parce qu'elle aura présenté à la famille de son copain que vraiment le type là qui demande même la dot, c'est même pas mon père, vous n'avez rien à lui donner. Dans cette famille-là, vous serez maltraité, très maltraité. Prenons l'avis justement de Karine Sortia là-dessus, puisqu'il s'agit justement de la femme qui se plaint ce matin, Karine. Est-ce que cette fille semble connaître justement, on va dire, comment on dit ça, l'évolution, les étapes à respecter pour le mariage? Parce qu'à l'entendre justement dans l'histoire, on a le sentiment qu'elle ne sait même pas que, en réalité, parce que sa mère a été dotée par un premier mari. Et toutes les dots qui vont suivre ne servent à rien si on ne respectait pas justement le premier. Est-ce que cette fille comprend elle-même son problème de votre point de vue? Non, elle ne comprend pas son problème. Oui. Exactement. Elle ne comprend pas son problème parce que déjà, elle ne sait pas qui elle est. Il faut commencer par ça. Elle ne sait pas qui elle est. Qui est son père, où se trouvent ses origines et comment les retrouver. Ouais. Parce que si elle connaissait ses origines, elle-même, elle nous dit que sa mère a été déjà mariée. Est-ce que sa maman, en partant, on a coupé le lien qui liait la maman à ce mari qui a doté? Je ne sais pas. Maintenant, puisque la maman est partie et qu'elle a eu d'autres vies avec d'autres hommes et qu'elle n'est que l'enfant du quatrième, c'est du troisième papa, ça veut dire qu'avant, il y a deux autres papas. Est-ce qu'elle connaît d'abord son père? Est-ce qu'elle a des relations avec son père biologique? Oui. Parce que traditionnellement, là, c'est pas son père. C'est pas son père parce que c'est pas lui qui a doté. Quand on dote une femme, on dote tout, même ses entrailles. Effectivement. Donc, comme elle ne connaît même pas ses origines à elle, ce sera difficile pour elle d'interpréter les questions de dot et tout. L'homme qui partage la vie de sa maman, c'est un mendiant. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à dire sur la dot de cette fille. Il n'est que l'époux ou encore le concubin de sa mère, donc pas son mari. Donc c'est très différent. C'est pas comme si le papa est venu confier sa fille en disant « Monsieur, je vous confie ma fille ». Non, mais Dominique nous dit que c'est la maman qui a élevé la fille. Donc le monsieur qui vient d'entrer dans la vie de la fille ou encore qui dit qu'il partage la vie de sa mère n'est pas son père. Il n'a rien à demander. Il n'a rien à demander. Parce que le jour où le gars venait toquer la porte, elle aurait dû raconter à son partenaire la vraie histoire de sa vie en lui disant que en fait je suis l'enfant du troisième homme de ma mère. Ça veut dire c'est sa famille qui ne sait pas, elle cache ça à la famille du gars. Ça veut dire qu'il faut dire la vérité et c'est la famille du gars maintenant qui cherchera, qui pourra réfléchir sur qui rencontrer, parce que si elle ne dit pas la vérité, ils vont rencontrer la mauvaise personne et jamais elle sera heureuse. Il faut qu'elle dise, si elle vient de là où Dominique a cité tout à l'heure, il faut qu'elle dise la vérité. Et parce que même si elle ne le dit pas, ils vont aller, comme on dit souvent, interpréter, je ne sais pas trop, chercher et tout. On va découvrir que les origines de cette fille sont très très délicates. Et là, seulement ça peut détruire les relations. Très bien. Seulement ça peut détruire la relation. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit faire cette fille concrètement? Il faut que son partenaire et elle raconte son histoire à elle, à sa famille. Elle ne peut pas être dans une famille où elle sera l'inconnue. Sa mère n'y est pour rien parce qu'en réalité... Non, c'est pas sa mère le problème. La mère peut l'encadrer, peut l'encadrer, lui montrer... La mère là n'est pas l'aide de quelqu'un qui veut encadrer. Voilà. Parce que pour elle, c'est même genre un débarras que sa fille se marie. Si elle sait qui est le père de son enfant et préfère que ce soit l'homme qui partage sa vie actuellement, qui n'a rien été pour cette fille dans sa vie, qui reçoivent la dot, ça veut dire qu'elle-même, elle veut troubler sa fille. Et je vous assure qu'il y a des enfants comme ça qui ne réussissent pas justement parce qu'à un moment de leur vie, il y a les faux papas qui ont apparu. Très bien. Cher Lamine Bachou, c'est un peu complexe quand même, culturellement,
traditionnellement, que nous sommes dans l'Undé et qu'on demande 1 200 000, déjà, celui qui demande 1 200 000 peut sembler illégitime. Est-ce que c'est de son devoir? Est-ce que c'est de son ressort? Est-ce qu'il a qualité, M. Mbachou? Même celle qui raconte l'histoire n'a pas qualité. Ah, raconter l'histoire? Oui. Comment ça? Même celle qui raconte l'histoire n'a pas qualité à de raconter l'histoire parce que elle ne maîtrise rien de l'histoire. Elle, c'est l'émotion. On dit souvent c'est les organes. Elle raconte, elle n'a pas raison. Monsieur Michel Ngachou, le jeu est nocif. Le jeu. Aujourd'hui, les occidentalisés utilisent le jeu à une vitesse, je m'en fous. Je fais comme je veux. Je pense, j'agis comme je pense. Je à tous les niveaux. Lorsqu'il y a malheur, c'est là où on commence à se souvenir qu'il y a des émissions radio où on doit poser des problèmes. Il y a des individus à qui on doit poser les problèmes. Jamais en amont on ne pense à résoudre comme ça. Il faut à un moment donné prendre un peu de chicotte. Je le dis pourquoi. Monsieur Michel Ngachou, tout à l'heure, Dominique a dit que les occidentalisés, les traditionalistes ont fui les occidentalisés, l'Occident est entré. Quand vous préparez le macabo avec l'huile rouge à la maison et le ndolé, vous appelez l'enfant. L'enfant vous dit qu'elle mange le shawarma. Vous tapez l'enfant, dit qu'elle ne mange pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites comment? Vous arrivez à ceci que dans les maisons, où il y avait les potagers, derrière notre maison, il y avait le macep, le basilic, la citronnelle, le ndolé, les bananiers. Quand on avait fait, on tournait, on coupe un peu de macep, on prend le riz avec le rouge, on a mangé, on est tranquille. Aujourd'hui, on a raclé pour mettre les pavés, les fleurs, les roses, les myosotis. C'est toujours nous qu'on arrête à un moment donné. Si vous-même qui êtes responsable de vos propres typitudes, ça, il faut répondre à ça. Monsieur Michel Ngachou, dans la tradition, il n'y a qu'une seule et une seule personne sur qui repose toute la vertu de la dot, celui qui a doté. Celui qui a doté reste le père à vie. Je dis celui qui a doté votre mère reste le père à vie. Celui qui réclame un paquet qui n'est pas le sien meurt avec le ventre gros. Je dis c'est dit et c'est clair. Celui qui réclame un paquet qui n'est pas le sien meurt avec le ventre gros. Et celui qui autorise à un inconnu de réclamer le paquet meurt aveugle. Je dis père la vue, je vous le dis, je ne tourne, je meurt aveugle. Donc, monsieur Michel Ngachou, celui qui réclame déjà son ventre gros, celui qui réclame déjà les 1,2 million, il est déjà mort. Son ventre est déjà pourri. S'il vient à les obtenir, il n'a même pas besoin de toucher. Je dis qu'il est déjà maudit. Il est déjà maudit. Vous ne pouvez pas fixer le prix sur une marchandise que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas fixer le prix sur une marchandise que vous n'avez jamais tenue entre vos mains, monsieur Michel Ngachou. Oui. Ça ressemble à l'époque où vous voyez des gens qui arrivent à un carrefour et il y a un pousseur qui vient. Le pousseur vient, il dit que porte-moi des sacs de ciment là-dessus, monsieur, ça fait combien? Il paie, alors que c'était le vol. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Même le propre père de la fille n'a droit à rien. C'est le premier. On va voir le premier. On dit au premier que bon, comme tu as doté, voilà ta fille qui part en mariage. Je l'ai eu XX, mais c'est ta fille. Maintenant, il dit non. Je ne peux pas prendre la dot, c'est la mère. Et dans ces médiations? Oui, je ne peux pas prendre la dot. Il peut dire je ne peux pas prendre la dot parce que je ne connais pas et tout. Appelle le père de l'enfant. Maintenant, on fait venir le géniteur de l'enfant. On lui dit bon, voilà. C'est vrai que c'est moi qui ai doté, mais c'est toi qui es le père de l'enfant. Voici l'enfant a grandi, peut-être a grandi dans tes mains, peut-être n'a pas grandi. Tu penses qu'ensemble, on peut faire comment? Il y a une concertation entre les deux. C'est de cette concertation que viendra M. Michel Ngachou, la procédure de la dot, parce qu'il faut dire qu'il y a un rituel, il y a une programmation. La dot ne se fait pas au hasard. Il y a la question de, quand vous venez même toquer sur le père, vous dites, allez, je vais vous dire quand vous allez venir. Je vais rassembler et informer les autres. Il va discuter avec le véritable père. Il va vous rappeler. Vous allez arriver, on va vous donner la liste. Dans la liste, il y aura la liste du père même. Géniteur, il y aura le paquet du beau. Enfin, du géniteur normal. Et puis il y aura peut-être 2 ou 3 paquets pour les autres personnes. Le père géniteur peut dire, je ne prends pas.
Le père qui a adopté dit que je ne prends pas, ou je prends juste le sel, donnez-moi l'huile, l'autre peut dire donnez-moi juste le vin, il n'y a pas de problème. Ils se répartissent. Il y a une personne qui vérifie la liste. On a dit 12 litres d'huile. Est-ce que c'est là? Oui. 5 sacs d'oignons. Est-ce que c'est là? Oui. La personne il va confirmer qu'effectivement, on a respecté la dot. Donc, M. Michel Gachou, ici, nous sommes dans une forfaiture grave. Il n'y aura pas mariage. Il n'y a jamais eu mariage. Et ça ne commencera même pas là, parce qu'il y a déjà là, vice de procédure. Qu'on rentre voir le premier père, celui qui a adopté, qu'on discute avec lui. Et en ce moment, s'il donne son OK, parce que quoi? Le jour à la fin de la dot, il y a un rituel important. Le rituel important, c'est le rituel de la chèvre. C'est-à-dire, si vous voulez prendre la fille, là, parce que lorsque vous venez doter, vous ne partez pas là. Si vous voulez prendre la fille, là, vous venez avec une chèvre, vous venez avec, pour certains, c'est un corbeil d'igname, pour d'autres, il y a un ensemble, une amie de chèvres que vous donnez, ça dépend, vous déposez, c'est le droit de récupérer la fille le même soir. À défaut de ça, il y a un autre rituel. Donc, j'estime que là, si on commence à biaiser là, la fin sera terrible. Merci beaucoup, M. Mbachou, sur cette appréciation ce matin. Bonbon Bengan Kandji, autorité traditionnelle, j'aime bien évidemment le rappeler sur notre plateau en permanence. C'est les faits auxquels vous êtes très souvent confrontés, je suppose. Et si oui, comment vous les réglez-vous? Quand on terminait la semaine dernière, je vous ai cité un livre d'Anne-Cécile Robert. Oui. C'est une Française, journaliste, enseignant dans des universités européennes, l'Afrique au secours de l'Occident. Donc, c'est pour dire aux Africaines et aux Africains que, en fait, les cesser d'être, j'allais dire, complexés de l'occidentalisation qui est en ruine. J'ai suivi une affaire dernièrement qui a été relatée et ça m'a plu par Raïs Anlep. Quand les garçons en Europe ont commencé à dire aux femmes: vous avez parlé égalité? Non. Oui. On ne porte plus les sacs lourds lorsqu'on est au marché. Vous allez les porter vous-même. On ne va plus s'élever dans les transports publics lorsque les femmes arrivent. C'est ça l'égalité. Et c'est ça l'égalité. On dit avec les hommes, ils sont plus galants. Voilà, en réalité, c'est qu'on vous dit que l'Occident n'a pas de préhistoire. On vient, puisque c'est la conquise son histoire, pas des conquêtes, pas des guerres. Et lorsqu'on assimile un peuple, ce peuple a tendance à penser qu'il n'a rien. Aujourd'hui, je prends seulement ce cas. Le problème de l'histoire d'aujourd'hui pose au moins 1000 problèmes. Au moins, j'ai dit bien 1000 problèmes. Déjà, la main a commencé par jeu. Mais on va aller graduellement, je vais aller vite. D'abord, par principe, c'est celui qui a doté sa femme, qui a tout. Tous les droits sur cette femme-là. C'est votre femme, vous l'avez dotée. Et par principe, on ne rembourse pas la dot. Mais les occidentalisés, les occidentaux, surtout les anthropologues, qui ne comprennent rien à rien, sont venus avec des idées en disant: on a soumis la femme. Oubliant que dans notre anthropologie, c'est la femme qui commande. C'est la femme qui commande. J'ai l'habitude de dire ici la femme chez qui j'habite. Mais lorsque vous interprétez simplement, vous dites: ah oui, la femme est chosifiée. Regardez dans Google tout de suite. Tapez le statut de la femme à l'époque primitive. Tapez également le statut de la femme. Il est dans la sorcellerie. Il a commencé à commettre l'inceste. Il y a plein de choses dans la société. On dit: notre fille ne peut pas rester dans un tel mariage. Des mêmes familles, on reporte l'affaire, on rompt le mariage. Très bien. On rompt le mariage, ça aussi. Donc, dans le cas d'espèce, justement, mon Bengan, qu'est-ce que cette fille doit faire? Elle se tait, elle n'a pas raconté l'histoire comme si elle entre même. On dit justement: vous êtes qui pour raconter la jeunesse de votre maman? Voilà. Jusqu'avant, c'est des préceptes justement parce que l'Occident nous amène au conflit tout le temps. Au conflit tout le temps. En principe, c'est maman qui vous dit. Vous avez le père de votre grand frère. C'était ça, on n'a pas pu cheminer ensemble. Votre papa, à vous,
On est tous deux, voilà. Pourquoi? Parce qu'on transmet. Ce qu'on met là-dedans, c'est la transmission des expériences pour que vous ne tombiez pas dans des... Le quatrième va payer quel autre. Donc, en réalité, aujourd'hui, on va vous dire, ah mais elle a fait 3 mariages, elle a fait 4 mariages, peut-être même elle s'apprête à faire le 5e. C'est pas comme ça qu'on dit ces choses. Il y a un 3e élément qui arrive en eux. Il peut y avoir une femme qui a 3 ventres. Le roux, comme on dit. Ouais. Le roux. Bon, elle ne peut pas rester dans un mariage. Ou pour rester dans un mariage, il faut lui faire un traitement précis. Et la femme, l'homme constate qu'il y a des femmes comme ça. Elle peut, peut manger au moins 9 personnes. C'est le 10e mari qui sera stable. Ça existe aussi. Donc ça, c'est des choses qu'on voit. Mais ici, non, je sais que ça parce que Charles Hamel a donné l'orientation. S'ils s'en prennent mal, ils vont mourir. Il y en a qui auront des gros ventres, ils vont mourir. Merci beaucoup, Mbomborg. Parce que la dot, on bénit. Quand on en parle déjà. Merci Mbomborg, merci à vous madame, monsieur. Merci Charles Hamel, Karine, Dominique, Audrey. Dans un instant, madame, monsieur, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique créée autour des accords coloniaux dans ce pays. Depuis quelques jours, ça bouge sur la toile. On s'insulte, on s'explique, on célèbre la victoire de la fin des accords coloniaux. Accord signé pour la première fois entre le Cameroun et la France le 26 décembre 1959 à Yaoundé, soit quelques heures seulement avant la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1960. Accord de défense entre le Cameroun et la France, négocié côté camerounais par 2 Français, Jacques Rousseau et Georges Becquet. C'est-à-dire que le Cameroun, le pays France, a négocié avec 2 Français représentant le Cameroun pour statuer sur l'avenir du Cameroun. Véritable entourloupe quand il nous tient. Alors que ces accords sont arrivés à terme, le 26 décembre 2020, dit-on pour le cas du Cameroun, de nombreuses questions se posent encore. Est-ce que le président de la République a ratifié, oui ou non, ces accords? Y a-t-il eu des modifications ou modifications des 10 accords en 2009 lors de la signature de ce qu'ils ont appelé partenariat de défense, ou ont-ils procédé à une reconduction tacite de certains points comme certains le pensent en 2012? Pourquoi le président de la République ne s'est-il pas exprimé sur la question? Mieux ne s'exprime-t-il pas sur cette question? Comment comprendre que certains disent que les anciens accords étaient fermés à huis clos et inaccessibles, tandis que les accords de partenariat, eux, sont rendus publics? Autant d'interrogations. Devrait-on donc conclure que ces accords ont été reconduits plus tôt que prévu, notamment le 21 mai 2009 avec François Fillon, comme le pensent certains? Sinon, pourquoi n'avoir rien dit? Et si oui, quelles sont les nouvelles clauses? Les clauses connues portaient sur 11 points distinctifs, notamment. Le premier point, les États nouvellement indépendants devraient rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Deuxième point, les pays africains devaient déposer 85% de leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Troisième point, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « je ne suis pas intéressé » que les pays africains pouvaient regarder ailleurs. Quatrième point, dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. 5. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer les officiers supérieurs en formation en France. 6e point. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial,
la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains. 7e point, obligation formelle de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. 8e point, l'obligation d'utiliser le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique. 10e point, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. 11e point, l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Voilà les 11 points sur lesquels reposaient ces accords. Savez-vous que la France, dans ces accords scandaleux, avait introduit entre 1960 et 1974 des clauses qui indiquaient que le sol et le sous-sol camerounais leur appartenaient exclusivement et qu'elles se réservaient l'exploitation de ces richesses naturelles, point qu'on dit avoir été modifié, révisé, amendé en 2009. Point de suspension. Savez-vous que la filouterie des Français est allée jusqu'à choisir dans ces accords une liste de matières premières dites stratégiques qui appartiendront de fait à la France tant qu'ils seront découverts sur le sol camerounais, notamment les hydrocarbures liquides et gazeux, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, l'hélium, les plantations de cacao, de café, de coton, sans toutefois omettre de préciser que les modifications à cette liste feront l'objet d'échanges de lettres entre les parties contractantes. Si ces accords n'ont jamais changé, s'il y a eu modification entre 2009 et 2012, peut-on dire en 2020 que l'ensemble des attributions des marchés continuent d'être camerounais, que c'est les Camerounais qui gagnent les marchés en terre camerounaise, que les différentes carrières appartiennent aux Camerounais, et peut-on dire qu'en termes de gestion du sous-sol, notamment les hydrocarbures liquides et gazeux, les choses ont changé? Point d'interrogation. Comment comprendre que rendu à ce jour, ce soit le Camerounais et non le gouvernement qui communique sur l'éventualité d'une reconduction au nom des 10 accords? Comment comprendre qu'on parle de fin des accords alors que la convention sur le franc CFA est à durée indéterminée, c'est-à-dire sans une date limite comme le prévoit l'accord? Comment comprendre qu'on parle de fin des accords alors que l'accord de défense supposé entrer en vigueur en 2012 a été reconduit tacitement pour une autre période de 5 ans, en 2017, donc ira encore jusqu'en 2022. Point d'interrogation. Premièrement, premier point, en termes d'illustration. Convention de coopération monétaire entre les pays membres de la Banque des États de l'Afrique centrale et la France. C'est les accords sur le franc CFA. Article 16. La présente convention reste valable pour une période indéterminée. Fait à Brazzaville le 23 novembre 1972. Non pas 2009, non pas 2012, mais 1972. Deuxième, accord du 21 mai 2009, entré en vigueur le 1er août 2012, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Cameroun, instituant un partenariat de défense. Article 28. Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 5 ans. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par le biais d'une notification écrite. Rendu au 26 décembre, a-t-on dénoncé l'une des parties? Les accords. Point d'interrogation. Fait à Yaoundé le 21 mai 2009, pour le gouvernement de la République française, Jean-Marie Bockel, pour le gouvernement de la République du Cameroun, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Rémi Zemeka. Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2012. Entourloupe de entourloupe, vous vous rendez compte finalement qu'est-ce qu'il y a eu signature, n'y a-t-il pas eu signature, y a-t-il eu ratification, n'y a-t-il pas eu? Savez-vous que c'est l'accord de défense du 26 décembre 1959 ou loi cadre qui annonçait la signature des accords sur le franc CFA? Savez-vous que c'est elle qui fixait les domaines qui devraient être concernés, à savoir la monnaie, la défense, l'économie, et tous ces accords sectoriels restent jusqu'à ce jour en vigueur. Accords spécifiques qui ont été pris dans les domaines dont celui de 1960, remplacé en 1965, puis 1972 sur le franc CFA, celui de la défense de 1960, abrogé en 1974, celui de 1974, remplacé par celui de 2009, entré en vigueur en 2012. Rien ne se crée ici-bas, tout se transforme dans une filouterie totale avec la bénédiction de nos dirigeants. À bien d'égards,
Force est de constater donc que nos différents États n'ont jamais remis en question l'accord de défense du 26 décembre 1959 qui met le sous-sol camerounais sous le contrôle de la France. En effet, d'après l'article 5 de cet accord, le Cameroun ne peut exploiter son sous-sol ou passer un accord avec un autre pays, si seulement si la France est dans les possibilités de le faire. Vous comprenez donc aisément pourquoi il y a un blocus. Et la France ne s'ingère véritablement pas au sujet du règlement de la crise anglophone qui porte quelque peu sur la gestion des hydrocarbures. Car aucun accord de gestion de pétrole de Bakassi ne peut être fait, ne peut être signé sans la France. Sommes-nous rendus à la fin de ces accords? Dites-nous véritablement de quoi est-ce qu'il en retourne. Aujourd'hui encore, beaucoup de pays africains continuent de payer un impôt colonial en France, et ce malgré les indépendances. Pourquoi est-ce que l'Afrique devrait-elle se retrouver à souffrir ainsi? Sans l'Afrique, la France n'aura pas d'histoire au XXIe siècle. Les accords donc, messieurs, tenez-les tranquilles, tenez-vous tranquilles, n'ont jamais été ratifiés. Non, nous ne sommes pas à la fin des accords, juste en s'en tenir avec les différents articles et les modifications. Les accords, dans tous les domaines sectoriels, continuent le bonhomme de chemin. Madame, Monsieur, la colère de ce matin, ce n'est pas seulement l'endroit des Camerounais, mais c'est l'endroit des Africains. Les Africains qui nous regardent, que ce soit au Sénégal, que ce soit à Lomé, j'ai envie de dire au Togo, que ce soit au Bénin, que ce soit au Tchad, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Gabon, en Guinée équatoriale, que ce soit effectivement au Congo-Brazzaville, j'ai envie de dire le précaré français, prenant conscience justement de l'ennemi que nous connaissons, que nous identifions, et qui est justement un ennemi dont il faut s'en écarter d'une manière ou d'une autre. La réalité de la colère exprimée ce matin par Charles Amé Bachou montre à suffisance que les Africains ne sont pas libres et aucune indépendance, peut-on dire, existentielle, aujourd'hui pour l'Africain, n'existe véritablement. Quel pays africain peut se dire aujourd'hui qu'il est libre, appartenant effectivement au précaré français notamment? Comment avez-vous apprécié la colère de ce matin? Qu'est-ce qu'ils font, les Africains, pour se libérer totalement justement du joug colonial qui continue de peser sur les pays africains, notamment du précaré français? La France et l'Afrique, combien de pays êtes-vous aujourd'hui pour ne pas pouvoir vous mettre d'accord et mettre à dos la France qui ne vit que grâce à vous aujourd'hui? Que pensent les intellectuels qui d'ailleurs dans cette colère exprimée, beaucoup ont compris qu'il fallait aller se faire former en France et revenir gouverner les pays, en fait aller apprendre la culture française pour mieux l'appliquer sur ceux qu'ils qualifiaient entre guillemets des indigènes. C'est une colère qui n'arrête pas d'alimenter les Africains aujourd'hui et qui va se pérenniser chaque jour, même avec nos enfants et même après des générations, tant que cet héritage colonial ne sera pas soldé. Sommes-nous justement à la fin de ces accords? La question posée ce matin, madame, messieurs, tentons avec quelques éléments et peut-être des appréciations simplement, Karine. Ça parle beaucoup sur Internet. Les gens disent tout ce qu'ils peuvent dire et beaucoup ne comprennent pas en fait que nous sommes encore tenus par les couilles par la France. En fait, parce que lorsqu'on résume les accords qui ont été signés entre le Cameroun et la France en 1959 et que vous écoutez M. Mbachou vous dit que la partie camerounaise était représentée par 2 Français, c'est là où vous commencez à comprendre qui a dirigé le Cameroun depuis lors. Parce que le président Ahidjo était déjà président, mais ces accords, on a balayé les Camerounais pour mettre des Français qui ont signé pour nous. Et les 11 points qui font le tour de la toile depuis ce week-end par rapport à ces accords-là disent notamment que la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation, c'était une dette qu'on devait rembourser, le Cameroun devait continuer à rembourser. Il y a la confiscation automatique des réserves financières nationales, le droit du premier refus de toutes les ressources brutes et naturelles de découvertes dans le pays, la priorité aux intérêts et entreprises françaises dans les marchés publics, le droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires dans les colonies, le droit de déployer les troupes en cas de menace de ses intérêts, ça c'est la France, l'obligation du français comme langue officielle et langue pour l'éducation, obligation d'utilisation du franc CFA, envoyer un bilan annuel et un rapport des réserves à la France chaque année, renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays sauf autorisation de la France, obligation de s'allier avec la France en cas de crise ou de guerre mondiale.
vous comprenez que de tous les côtés, le Cameroun n'allait jamais être indépendant. Parce que ce n'était pas des accords qui prévoyaient que le Cameroun ait un petit espace. Lorsque vous résumez tout cela, vous vous rendez compte que de manière stratégique, c'est-à-dire militaire, le Cameroun était pris par la France. De manière économique, à travers les réserves et les ressources, le Cameroun, et même la monnaie, le Cameroun était pris par la France. De manière sociale et culturelle, le Cameroun était pris par la France à travers l'utilisation des langues et autres. Et même dans ces accords, on prévoyait que les produits, en dehors des produits que le Cameroun produisait lui-même, les Camerounais ne pouvaient consommer que particulièrement les produits venant de la France. Donc les échanges économiques avec le Cameroun devaient être particulièrement avec la France. Vous comprenez que depuis 2009, on nous a raconté, nous les étudiants et autres là, les élèves, que c'était la fin des accords coloniaux entre le Cameroun et la France. Je vous explique ce sur quoi on s'est basé pour nous raconter ce genre de baliverne. On nous a dit que les accords de coopération militaire avec la France étaient maintenant seulement un accord de partenariat sur la défense. Ce n'était plus des accords militaires où la France devait vraiment intervenir. On nous a dit que seulement 15 militaires français devaient être trouvés au Cameroun et c'était même que des agences chargées de la logistique. On nous a dit que les militaires français qui allaient être au Cameroun et qui devaient se charger de former les militaires camerounais devaient être habillés en tenue camerounaise. On nous a raconté un nombre de balivernes. Et lorsque vous écoutez M. Mbachou aujourd'hui, vous comprenez que tout l'espace qu'on nous a dit, qu'on nous a raconté concernant les réserves, naturelles camerounaises qui appartenaient maintenant au Cameroun, et qu'on a dit que dans ces nouveaux accords renouvelés dans ces nouveaux accords de 2009 là, étaient foulés, mais c'est faux parce que ces accords existent toujours. C'est ça, ce sont ces accords qui nous font croire à nous les jeunes que en fait, on a encore des ressources. Et pourtant, ces accords-là nous font même... lorsque vous finissez de lire, vous comprenez que même le sol appartient à la France et pas seulement le sous-sol. Karine Sanchez, justement, ce matin, c'est une colère. Madame, messieurs, vous qui nous regardez ce matin et qui êtes dans le pré-carré français en Afrique aujourd'hui, avez-vous conscience que l'Afrique n'a jamais aidé l'Afrique, que la France n'a jamais aidé l'Afrique? Avez-vous conscience justement du poids que cette France mène toujours sur l'Afrique aujourd'hui? Souvenez-vous d'ailleurs de cette expression d'un penseur, on va dire journaliste de son temps français, qui avait déclaré que lorsque l'Afrique va se réveiller, nous l'enverrons se recoucher. Allez-vous vous recoucher aujourd'hui et laissez la France continuer à dominer vos pays? Laissez la France continuer justement à torpiller nos ressources. D'ailleurs, on en reparle dans un instant. Bon retour, mesdames et messieurs, sur notre antenne. Bon retour à vous, bon retour aux Africains qui, de par le continent africain, nous regardent effectivement ce matin. Quelle appréciation faites-vous de ces accords coloniaux, dit-on, qui ont été, on va dire, annulés cette fois-ci sur le continent africain, notamment au Cameroun? Est-ce que vous y croyez, vous, véritablement? Voyez-vous, vous, Africains, la France quitter l'Afrique aujourd'hui? Croyez-vous que les Africains ont conscience de la pression française sur les différents pays? Et depuis un petit moment quand même, ça se raconte partout sur les réseaux sociaux que le 26 décembre dernier, on va annuler justement ces accords avec la France. Détrompons-nous, madame, messieurs, la réalité est autre. Et justement, dans la colère exprimée ce matin par Charles Mbachou, on est quand même en droit de se poser la question de savoir qui est dans le problème aujourd'hui. Est-ce que le chef, entre guillemets, de l'État du Cameroun comprend-il la nécessité pour les Africains, pour les Camerounais africains justement, de se désolidariser justement de la France? Comprenez-vous justement que la France est un danger pour les pays aujourd'hui? Et même si le président Macron, à un moment donné, a exprimé son vœu, enfin son mécontentement, parlait-il justement d'un sentiment anti-français très grandissant en Afrique, qui se pose la question, devons-nous rester comme ça muets devant le franc CFA, devant l'armée française très présente aujourd'hui en Centrafrique? Devons-nous rester muets devant l'armée française très présente justement au Niger? Devons-nous rester muets devant l'exportation de l'uranium aujourd'hui au Niger, le bois camerounais et tout ce qui va avec? Le regard est plongé justement sur ces accords coloniaux aujourd'hui. Karine, je voudrais bien sûr que vous finissiez parce que vous semblez faire peut-être le lien entre les accords de défense de 2009 qui vous ont été enseignés dans les écoles
on va dire, vous étiez trempés dans vos écoles quand on vous les enseignait, et réellement, ces accords coloniaux dont vous semblez justement faire le lien ce matin. Oui, justement, c'est pour ça que vous comprenez que en 2012, jusqu'à ce que le président Sarkozy, sous qui François Fillon était venu au Cameroun pour faire signer ces nouveaux accords-là, n'avait été quitté du pouvoir sans déposer ce nouveau document-là à l'Assemblée nationale française. Il a fallu que François Hollande arrive pour déposer ces documents-là. Mais on comprend finalement que, en fait, c'était du pipeau. Parce que lorsqu'on nous explique que le nombre de militaires français qui devaient être disposés au Cameroun devait être au maximum 15, et simplement leur travail devait être concentré sur la logistique. Vous expliquez alors comment que pendant qu'on était à Yaoundé pour parler, je ne sais pas trop du Conseil national et tout, et un navire français est accosté ici à Kribi avec les militaires français à l'intérieur. Comment est-ce que vous expliquez cette dichotomie? Il y a tellement de choses qu'on peut bien expliquer. Pendant plusieurs années, on nous a rabâché les oreilles avec le président Paul Biya n'a pas vendu le sous-sol camerounais, le sous-sol camerounais n'a jamais été exploité, le sous-sol machin, le sous-sol ceci. Mais vous comprenez que si ça n'a pas été vendu, à qui alors il appartient? Parce qu'on sait que Abetare Oya s'est utilisé, on sait que l'or est pris, on sait que le pétrole camerounais n'appartient pas aux Camerounais, mais à qui alors ça appartient finalement? Voilà, on parle de souveraineté, on parle d'indépendance, on parle de ces accords, mais surtout il y a eu des éléments qui sont entrés en jeu quand même de Dominique Audrey. Notamment sur ces accords-là, il fallait surtout maintenir la langue française et qu'elle soit obligatoire. D'ailleurs, nous exprimons en français aujourd'hui, mais ce n'est pas dit que je ne parle pas Mamoudimba. Hein, dont j'en suis fier. C'est une langue officielle. C'est la langue qui est officielle. Oui, elle n'est pas nationale, donc on aurait pu Bon, choisir d'accord, la merci beaucoup. La langue officielle, merci beaucoup, Karine. Dominique, lorsqu'on vous impose le français, en faisant comme si les anglophones n'existaient pas. Voilà. Continuez votre question. Voilà. Lorsqu'on vous impose le français, lorsqu'on vous impose le franc CFA, lorsqu'on vous impose d'avoir la primeur sur les ressources minières. Lorsqu'on vous impose de déposer un bilan annuel, lorsqu'on vous impose d'abord, parce qu'on vous dit que la France a le choix, hein, si vous avez des produits, c'est si la France refuse que vous pouvez aller voir les Russes, les Anglais et tout ça. C'est quoi cette merde-là? C'est un peu comme le mariage. C'est quoi cette merde en réalité? C'est quoi cette merde que les Africains, que les Camerounais choisissent de poser sur leur tête et marcher avec? Et de s'en gargariser. C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? Lorsque vous parcourez le pacte colonial, si je ne m'abuse, le contenu, ou bien ce que je pourrais appeler les principes, ou bien les règles établies sont barbares. Je veux dire que ces colons continuent de traiter... En fait, on est resté des colonies. En réalité. On est resté des colonies parce que même le langage n'a pas changé. Rien n'a changé. On parle toujours des pays africains en termes de colonies ou bien ex-colonies. On ne parle pas de vous comme des partenaires. On ne parle pas de vous comme des pays à part entière, puisque si vous étiez des pays à part entière, vous n'auriez pas à rendre compte de l'état de vos réserves, de vos bénéfices à un autre pays, étant entendu que vous êtes censé être indépendant depuis fort longtemps. Aujourd'hui, la question de la langue française comme l'éducation, comme langue de l'éducation et comme langue nationale pose un problème. Parce qu'on a parlé du Cameroun comme si il n'y avait que des francophones dans ce pays-là. Et à ce moment-là, on est tenté de se dire, mais Mbongbok peut avoir raison lorsqu'il dit qu'on veut franconiser les anglophones. Ouais. Oui. Parce que si effectivement ça avait changé depuis 2012, on aurait certainement éliminé cela. Si effectivement les accords n'ont pas été renouvelés, ou bien Charles Amel a parlé de... C'était quoi le terme? Vous avez dit abrogé. Abrogé, oui, les lois abrogées. On nous aurait dit quand même quels sont les points qui ont été maintenus. Qu'est-ce qui a été maintenu et qu'est-ce qui a été changé? D'abord de communiquer là-dessus, parce qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient les Africains dans un flou. D'abord, nos chefs d'État africains, notamment au Cameroun, pour parler de Paul Biya précisément, n'a jamais fait vocation. Peut-être le 31, on peut espérer qu'il puisse faire un trait d'union là-dessus. On croise les doigts. Et attendons justement ce qu'il va nous dire, s'il le dira d'ailleurs. Est-ce que on ne peut pas communiquer aux Africains, aux Camerounais notamment, en leur disant, bah, écoutez, voici où nous en sommes, voici l'évolution. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Vous ne représentez rien. Vous n'êtes rien du tout. Vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Est-ce que c'est évident de le dire comme ça? Non, mais on se met à la place de quelqu'un qui
qui méprise quelqu'un d'autre. Lorsqu'on veut minimiser quelqu'un, on ne regarde même pas la personne, on ne cherche même pas à savoir si la personne est là, on fait ce qu'on a à faire et basta. C'est un peu dans sous ce prisme-là qu'on est. Rendez-vous compte qu'on donne l'exclusivité aux entreprises françaises dans ces accords-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais qui ont des entreprises aujourd'hui vont mourir comme ça. Parce que ce sera d'abord la France au détriment des Camerounais. Et on vous dit, même si vous avez des propositions de marché au niveau des marchés publics et qu'un autre pays vous propose un bon rapport qualité-prix en dessous de ce que la France vous propose, c'est d'abord la France. Incroyable. Oui, mais c'est vrai. C'est dit que vous êtes vous, oui. Vous avez ce que vous avez, oui. Mais l'impérialisme occidental choisit de venir vous dire comment vous devez marcher. Pardon? Qu'est-ce qui a changé? Mais justement, rien du tout. Toutes vos carrières appartiennent aux Français. Vous savez ce que veut dire Satan? Pardon? Satan? On en reparle. On en reparle. Okay. Il y a en plus l'obligation de s'allier avec la France en cas de crise mondiale ou bien de guerre. Et on se rappelle qu'avec Corona, la France a fermé les écoles, les crèches et les universités. Le Cameroun en a fait part. Le Cameroun a fermé. On a dit la quinine là-bas. Le Cameroun a validé l'hydroxychloroquine aussi. Voilà, la chloroquine. Et on nous a même sorti les vieilles machines rouillées. Là, on a mis un peu d'huile rouge et on vous a sorti quelques comprimés dans une assiette en inox, en vous disant que oui, ça va aller. Mais sauf que la différence entre eux là-bas et nous ici, c'est qu'on a la matière de base pour fabriquer les comprimés qu'ils ont également. Donc, à ce niveau-là, on vous a dit, votre médecine traditionnelle et vos herbes et vos machins, vos incantations-là, allez un peu voir ailleurs si on y est. C'est ce que la France a demandé de faire qu'on fera. C'est Raoult, le docteur, ce qu'il va dire, on va appliquer et vous aussi, vous allez appliquer. Conséquence, Madame Tchouenté, peu importe ce qu'on a pu dire, peu importe comment on a pu crier, peu importe le nombre de médecins qui ont pu mettre au point des problèmes. Je crois que c'est avec beaucoup de force que Monseigneur Cléda a tenu face à ces gens-là. Parce qu'il est catholique, il faut préciser. Hein. Voilà, parce que la preuve, les autres médecins, les autres chercheurs, je ne sais pas comment je dois les appeler, les autres médecins traditionnels qui ont pu faire quelque chose, personne ne parle plus d'eux. Donc, que ce soit au niveau de la santé, tout ce qui est implémenté là-bas s'applique ici, sauf que même quand on applique ici, ça ne nous avantage en rien du tout. Donc ces accords-là, vraiment, on continue de payer la dette, vous continuez de rembourser je ne sais pas quoi pour avoir utilisé je ne sais pas quand, et tout ça. Vous n'avez pas eu les hôpitaux. C'est ça qu'on rembourse. Je voudrais prendre les Camerounais témoins. Ils ne parlent pas de combien nos parents sont morts. Et c'est eux qui décident. Si la France entre en guerre, même demain, vous avez le droit de les accompagner. Ce qu'il faut préciser, en fait, c'est que cette France qui demande absolument à être payée pour tout ce qu'ils vous ont enseigné pendant cette période de la colonisation. Je vous rappelle que l'ambassade de France, jusqu'à présent, est faite en bois. L'ambassade de France du Cameroun, c'est fait de bois. N'oubliez pas que cette ambassade est montée. Donc le jour où les Français ont décidé de partir, ils vont démonter et repartir chez eux aisément. Avec le bois là. Je ne sais pas, ils peuvent démolir et puis vous dire on ne vous laisse rien. Il faut bien comprendre où vous vivez. Bonbon Bengan, c'est un cri d'alarme. C'est un cri justement qui montre aujourd'hui que les Camerounais ne sont pas dans le désespoir, mais sont loin de l'information parce qu'il faut justement amener les Camerounais à se lever contre cette France qui n'arrête pas de les spolier depuis 1959. C'est-à-dire un jour avant les indépendances, le 26 décembre 1959. Alors, est-ce que les Camerounais doivent rester muets devant cette France qui est un ennemi commun de tout un peuple aujourd'hui et dont il faut absolument se mettre à dos aujourd'hui, cette France-là véritablement? Monsieur Ngachou, moi je m'en prends aux hommes politiques. Notamment oui, aux hommes politiques, tous. Je me rappelle des propos de Froundi en 1997. Il rentrait d'une visite en France, il a dit la France a préféré Biya. Bon, c'est terminé, il s'est limité à ça. Après, il dit la France a préféré Kodok. C'est fort ça. Vous voyez, oui, c'est des propos. Froundi vit encore, il peut me démentir s'il veut. Non, si vous lisez Jeune Afrique,
numéro 2937, donc 1937, du 23 au 29 avril 2017, l'éditorial de Marwan Ben Yamed avait pour titre « C'est la France qui a besoin de l'Afrique ». Il a repris les propos de Omar Bongo Ondimba. Je cite: « L'Afrique sans la France, c'est comme une voiture sans chauffeur. La France sans l'Afrique, c'est une voiture sans carburant. » Fin de citation. Ça montre les relations, j'allais dire, de recherche de profit que nous avons. Parce que nous pouvons changer de chauffeur. Voilà, le carburant. Nous pouvons changer de chauffeur. Et changer même le carburant. Non, Non, nous avons le carburant. Nous avons le carburant. Nous le carburant. Voilà, nous pouvons changer de chauffeur. Nous pouvons changer de chauffeur. Et le président Paul Biya a essayé de le faire. Et là, il faut le lui reconnaître. En 1983, il a fait une visite à Berlin. Quand il a osé dire que le Cameroun est la chasse gardée des personnes, on lui a dit parle encore. La France lui a dit parle encore. Et tout s'est arrêté. Mais pourquoi il le disait? Et précisément parce qu'il avait engagé une guerre contre Aïdjo. Il faut le dire, c'est lui qui a provoqué Aïdjo. Parce qu'en convoquant un conseil général de l'UNC, Aïdjo étant président du parti, lui président de la République, qui devait présider, c'est bien le président du parti. Mais on a tout fait pour faire en sorte qu'il soit là. Il est venu présider. C'était quelques jours seulement après la prestation de serment. Hein. C'était en novembre 1982. Et il a engagé la bagarre. Donc, dans cette bagarre, Mitterrand, qui savait que le Cameroun est sa chasse gardée, on n'avait pas trop pris en compte. Il était question pour lui de voir comment verrouiller ce qui venait arriver. Parce que le premier président socialiste, avec la droite qui était là depuis De Gaulle jusqu'à comment faire pour s'asseoir. J'entends que le Cameroun ne pourrait pas causer de problème. Donc il a un peu négligé le Cameroun à ce moment, mais il est revenu en force. Notamment, il a fait une visite, il allait voir Aïdjo Agaro en lui disant que mes chers amis, tu t'étais, arrête cette histoire. Et voilà. Non, d'abord c'est faux. Même les accords de 59, on n'a jamais dit que ça s'est terminé en 2020. C'est faux, ce n'est écrit nulle part. C'est faux. Ces accords sont d'ailleurs venus comment? L'Organisation des Nations Unies a organisé une session spéciale Cameroun. Oui. Du 13 février au 4 mars 1959. La France, la délégation française était conduite par un certain Kosciusko Morizet. Et là-dedans, Moumié, qui dirigeait l'UPC en clandestinité, était encadré par Sékou Touré et le président Nasser de l'Égypte. Il l'amène pour qu'il puisse donner ses propositions dans les coulisses, pour qu'il puisse rencontrer Aïdjo. Kosciusko Morizet a refusé. Et vous savez ce que Moumié a répondu à Kosciusko Morizet, dit: je sais, vous allez donner le pouvoir à Aïdjo, mais il fallait que vous me laissiez causer avec mon frère, parce que vous allez créer un antécédent au Cameroun que vous n'allez jamais résoudre. S'il vous plaît, réunissez le pays d'abord. Est-ce que le s'il vous plaît à sa place? Parce que je comprends. Non, moi, je veux parler en tant que Camerounais. Non, c'est un patriote, c'est des nationalistes. C'est-à-dire, quand il voit son pays mourir, il peut dire: mes chers amis, s'il vous plaît, réunissez d'abord le Cameroun avant de donner l'indépendance à tout le pays. Vous allez accorder l'indépendance à une partie du pays, partie francophone. Qu'allons-nous faire avec l'antécédent que vous allez créer, que vous avez créé, qu'on peut résoudre tout de suite? Voilà. Et on a refusé. Et là, les États-Unis ont soutenu la France dans cette période. Là, ils ont partitionné le Cameroun. Donc, on va peut-être dire les choses de façon claire. La France, jusqu'à présent, a encore la même mise sur le Cameroun. Pas encore. La France a toujours. Et donc, ça date, vous avez dit 59, non, ça date depuis le 13 décembre 1946. C'est là où on signait les accords de tutelle avec l'Organisation des Nations Unies. Mais la France a ajouté un bout de phrase qui est assassin. Ce bout de phrase est assassin. Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français.
comme si le Cameroun était une colonie française, comme le Gabon et tout, ou même comme territoire. Chalamel a prêté le nom d'une entreprise, il faut donner. Oui, il faut le dire. Ça tombe, c'est quoi? Société anonyme des travaux d'outre-mer. Voilà. Des territoires d'outre-mer. Des territoires d'outre-mer. Société anonyme des territoires d'outre-mer. On peut changer comme vous voulez. Comme on a changé le franc des colonies françaises d'Afrique en franc des compagnies, quelque chose que vous disiez là. Mais ça reste franc des colonies. C'est pour cette raison, donc, quand on signe ces accords, De Gaulle avait dit, vous allez à l'indépendance avec les accords de coopération ou alors vous n'aurez pas d'indépendance du tout. Voilà les termes de Gaulle. Très bien. Et il a donc dit, de toutes les manières, je commence par le Cameroun. Parce que le Soudan et la Tunisie nous ont échappé. Le Cameroun va donc être le premier. C'est pour ça qu'on a fixé le 1er janvier. Pour cela, pour que les autres pays servent de leçons. Et chaque fois, c'est la France qui vérifie. Quand ses intérêts sont en jeu, il va les manipuler comme il veut. Ça a été le cas donc à Brazzaville en 1972, notamment. C'était le 23 novembre, avec l'accord avec le franc CFA. Benga. Pour dire, non, laissez-moi essayer de phrases. On est dans la colère. Pour dire qu'en fait, la France a dit, votre argent sera maintenu dans le trésor français et non à la Banque de France. Voilà. Donc le compte de coopération est là. Les Chinois peuvent venir, mais tous les devis, c'est nous qui les regardons. Nous n'aimerions pas que ça se passe entre les banques. Voilà, que quand les gens parlent la Paul Biya, nationaliste, les nationalistes depuis quand? Parce qu'il n'a jamais milité. Même ça aussi, on dit que c'est un ancien UP6, il n'a jamais été UP6, même proche des cercles de l'UPC. Là aussi, il faut le dire. Donc, c'est faux et c'est faux. Voilà. Quand le Cameroun a voulu renouer avec la Chine, sous l'encadrement de la France, ça a été fait en 2003. On a donc commencé. La France a demandé, parce que la France était en crise, pour faire en sorte que, à quel niveau on doit intégrer les Chinois dans tout cela. Et vous allez vous rendre compte que la France fait intervenir ses amis américains pour construire au Cameroun la base logistique d'une armée africaine en attente. Voilà. Et avaient cédé à ce moment, les Américains, le contrôle de la communication du golfe de Guinée. Parce que, pourquoi? Parce que les Chinois étaient en train de battre les Français chez eux. Tout le 13e arrondissement à Paris est chinois. Très bien. Parce que la Chine, quand elle entre à l'OMC, l'Organisation mondiale de commerce, en 2002, au sommet de Doha au Qatar, elle avait dit, je vais vous battre dans votre propre terrain. Parce que la Chine était restée, elle n'est jamais entrée au General Agreement on Tariff and Trade, le GATT, qui était l'ancêtre de l'OMC. Donc aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de fin des accords de tutelle. Ça n'existe pas, c'est faux. On est toujours sous l'emprise française. Merci. Et les hommes politiques doivent parler comme Nobel avait dit en 1957. Lutte unie sur tous les fronts pour nous libérer de la tutelle française. Lutte unie sur tous les fronts. Ça ne veut pas dire que lutte unie lutte pour certains et pas pour les autres. Tout le monde doit s'unir pour lutter. Moi, je vais simplement préciser que la France a perdu l'Indochine. Souvenez-vous. Et après avoir perdu l'Indochine, la France est retournée justement et a concentré toutes ses énergies sur le continent africain aujourd'hui. Elle a non seulement perdu l'Indochine, elle a perdu l'Algérie. Elle est restée fâchée comme si fallait. C'est pour ça qu'elle a décidé de couper les têtes des leaders qui émergent. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'en réalité, les Africains qui nous regardent ce matin doivent comprendre que la France n'a jamais aimé un seul Africain, quoi qu'il en soit. Pardon, Karim? C'est pas une histoire d'amour. Non, ce n'est pas une histoire d'amour, parce que Jules Ferry lui-même le disait de son temps, la France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Il faut bien sûr le préciser. Alors, est-ce que les Africains aujourd'hui peuvent décider de ne consommer aucun produit français? Peut-être par exemple. Les uns peuvent, vous allez laisser ça. Non, les accords de partenariat économique. Les gens s'écroulent sur les montées, les oscillés. Est-ce que les Africains peuvent prendre le modèle de Gandhi qui, à un moment donné, a boycotté tous les produits anglais en Inde pour se mettre à dos et demander véritablement à être libéré? Vous savez comment la France, la tactique de la France, ils ont une grande entreprise qui s'appelle le groupe CFAO, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Compagnie française de l'Afrique de l'Ouest, c'est comme ça que ça s'appelle. La France a commencé après la réforme, la restructuration du secteur bancaire de 1990 et la mort du roi Hassan II. Ils ont pris le Maroc et ils ont mis devant.
C'est comme ça que la France est devenue. Donc aujourd'hui, vous allez voir les Marocains un peu partout, en prenant des groupes, certaines banques, certaines compagnies, et tout, et les Français sont derrière. En fait, c'est pourquoi, parce qu'à partir de 2004, il y a un sentiment anti-français qui était né en Côte d'Ivoire. Notamment, Mme Gbagbo avait dit ceci à M. Michel de Bonnecorse. Monsieur, vous Français, vous avez décidé d'avoir notre peau et tout fait pour que les rebelles entrent à Abidjan dès le premier jour du conflit. Voilà les propos de Simone Gbagbo à M. de Bonnecorse, Michel de Bonnecorse, qui était chef de la cellule de l'Édisa. Effectivement. Il dit, donc en réalité, c'est pour ça qu'on enlève Gbagbo, qu'on veut le tuer. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas... Il sait bien qu'il a donné le port d'Abidjan, Bouygues était là et tout, mais pour avoir mis à la place du monde ces accords qu'on avait signés chez eux en 1961 entre la Côte d'Ivoire, le Dahomey qui est devenu Bénin et le Togo. Donc, Gbagbo avait signé son acte de décès. Voilà. Donc, même s'il donnait tout à la France, le fait de l'avoir dit, donc ce qu'on dit là, aujourd'hui, c'est les hommes politiques. Dites à vos hommes politiques qu'ils doivent dire que clairement, de nous montrer que celui qui perturbe l'épanouissement du Cameroun, c'est la France. Là, maintenant, on peut s'organiser. On dit que l'ennemi va d'abord. On règle nos problèmes après. Très bien. Charles Amen Bachou, est-ce que pour chasser l'ennemi identifié, connu, parce qu'il est parmi nous, il est partout au moment où nous parlons, que ce soit même dans l'armée camerounaise, l'ennemi est impliqué, dans les ambassades, on les voit de partout, même au sein de nos entreprises, l'ennemi est partout. Même la langue que nous parlons déjà, c'est un sérieux problème avec cet ennemi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en débarrasser? Appliquer la résolution du décret du 18 avril 1957. Laquelle qui disait? Procéder à la constitution d'une assemblée constituante, oui, pour réfléchir et donner une forme à l'État du Cameroun. C'est l'élément clé. C'est le décret de Guy Mollet. C'est l'élément clé. Le décret de Guy Mollet du 18 avril, M. Michel Ngachou, 1957, qui a dit, lorsque les Camerounais auront une assemblée constitutive dans laquelle ils vont définir la forme de l'État. Alors, M. Michel Ngachou, disons que nous sommes sous la coupole. Et tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, vantant un panafricanisme à la con, que ces accords sont terminés, qu'ils arrêtent ce mensonge, nous sommes sous les accords. Je vous prends l'alinéa 6, M. Michel, l'article 6, alinéa 1 de ces mêmes accords, qui précise, premier point, alinéa 1, la France devra déterminer les choix politiques, économiques et socio-culturels du Cameroun. Et c'est ce qui se fait. On est sorti. C'est ce qui se fait. Allez changer cela. D'abord que l'actuel président, parce que c'est ce qu'il faut le dire. Voilà. Macron était au Nigeria, il a dit « Nous allons accompagner le Cameroun dans sa politique de régionalisme ». C'est comme ça qu'il l'a appelé. Oui. Et son ministre de les Affaires étrangères de l'Europe est venu ici, dit aux hommes d'affaires camerounais et à l'amicale des Français du Cameroun, préparez-vous à investir dans le nord et le sud, alors qu'on est en train de tuer les gens. C'est comme ça donc que la cellule africaine de Macron demande qu'on mette Kamto là où il était, en attendant que l'élection passe. Alinéa 3 de l'article 6. La France devra orienter la détermination des programmes scolaires du Cameroun à tous les niveaux. C'est ce qui se fait. Ça a changé? C'est ce qui se fait. Bien. C'est des accords. Là aussi, j'explique. En 1998, un ministre de l'Éducation arrive, il s'appelle Charles Otundi, Charles Borromé. Il dit que les enseignants doivent prendre le CPR et donner le contenu de leur étude parce qu'on venait de passer de la méthode syllabique à la méthode générale. Oui. Là où on disait aux enfants, Tamo va à l'école, l'enfant premier ne sait pas écrire. Le ministre estime donc qu'on peut reformuler, revenir à la méthode syllabique, mais avec un contenu camerounais. On lui dit, dégage, il n'y a pas de CPR, c'est le groupe Hachette et Ati. Merci beaucoup. Donc, et les champions sont donc venus. Voilà, donc c'est bien d'avoir cette responsabilité. Comment la France montre graduellement. Je demande aux Camerounais maintenant de prendre leur téléphone et de frapper le site www.trésor.economie.gouv.fr et de rechercher la convention France-BEAC
Format PDF. Allez fouiller ça tout de suite. Et là, Vous allez voir un il a écrit que la France détient la minorité de blocage, dont la BEAC ne peut prendre une décision que la minorité. Non, laissez d'abord comment on finisse. Là, la France détient la minorité de blocage. Aucune décision ne peut être prise si la France ne donne son accord. Son accord. Le prochain site, M. Michel. Évoluons, M. Mbatchou. www.legifrance.gouv.fr www.legifrance, légis avec G, legifrance.gouv.fr. Vous lisez les décrets numéro 2012-989 du 23 août 2012 portant publication des accords, de l'accord de coopération. Vous comprendrez que tout ce qu'on nous chante dans ce pays, c'est la poudre de perlimpinpin qu'on jette dans nos yeux. Nous sommes dans le même sillage, le même sillon. Allez parcourir enfin, M. Michel Ngachou, les motifs de l'examen de l'accord de défense présenté au Sénat français en 2001. C'est disponible sur sénat.fr. Vous allez voir, allez sur ce site, parce que l'on a pris la peine, vous allez vous rendre compte qu'il n'a jamais été question de quelconque modification, mais il a plutôt, M. Michel Ngachou, été question de revoir l'accord de coopération militaire appelé encore accord spécial de défense, signé le 21 février 1974. C'est en fait de ça dont il était question en 2009. Absolument. Ça, c'est important de préciser au Camerounais. Il y a deux accords. Il y a l'accord, M. Michel Ngachou, économique et culturel. On n'a jamais touché. Jamais frôlé. La preuve, ça la mêle. Bon. Quelqu'un a dit tout à l'heure que quand la France a dit il y a Covid, le Cameroun a dit il y a Covid. Quand la France a dit c'est avec des confinements, on a fait passer. On a vu chloroquine plus hydromycine. Voilà. On a vu des choses. C'est la même chose donc qui s'est passé avec le cœur. Quand Charles Toundi voulait venir trancher le débat, on a dit non. Le débat entre la méthode générale et la méthode syllabaire n'est pas encore terminé en France. Il faut d'abord laisser que ça se termine en France pour qu'on applique chez nous. Un vrai lavage de cerveau. On ferme ses pères. Justement, un vrai lavage de cerveau. C'est une que nous avons eu ici parce qu'il fallait mettre le ou là devant Covid. Voilà. Finalement, on est des Français, c'est ça? Permettez. Non, je ne suis pas français, moi. Non, vous êtes français. Je ne suis pas français. Non, je ne suis pas français. Vous êtes français. Si vous voulez, je m'exprime en me disant, il n'y a pas de problème. Je suis le premier. Les deux plans quinquennaux du Cameroun ont été encadrés par les fonds français, les fonds d'investissement pour le développement économique et social d'Afrique et d'outre-mer. Je crois les Polia, les Kodok, cette colère ce matin. C'est ça qui leur a accordé des bourses pour aller étudier en France. Merci donc, beaucoup. En fait, vous ne pouvez pas avoir étudié on a tellement à se dire sur ce sujet parce que français. l'émission risque de ne pas s'arrêter ici. C'est le principal. Monsieur Michel Ngachou, il ne peut avoir modification, annulation que lorsque l'une des parties viendra à dénoncer. Voilà. Jusqu'ici, personne Et qui va dénoncer? Non, qui a déjà dénoncé personne? Donc, vous vous rendez compte que juridiquement, l'accord de défense du 26 décembre 1959 n'a jamais été abrogé. Merci. Arrêtons avec ce mensonge. Merci. Nous courons dans les accords coloniaux. Attendons le Messie. Laissons l'embrouiller. Laissons celui qui a pris le sac. Laissons celui qui a pris le sac sans regarder derrière. Laissons l'embrouiller. Attendons le Messie. Merci à vous, madame, messieurs. Merci encore pour toutes les consciences africaines qui nous regardent ce matin. Je vous en prie, cher monsieur, madame. Il est important de garder le cap, madame, messieurs. On vous lira. Il y a tellement de messages ce matin. Mais avant de revenir au message, surtout à la revue des réseaux sociaux, madame, messieurs, allons saluer Constilami qui est avec nous ce matin, avec le concept Salaka. Bonjour, Constilami. Alors, bonjour, Michel Ngachou. Bonjour à tous nos téléspectateurs et bonjour, bel et bien, à tous les clients du concept Salaka. À ces clients, je m'adresse encore à eux ce matin. Je viens avec la prolongation, la suite des journées de vente promotionnelles qui se tiennent depuis ce matin. Du côté, bien sûr, de la terrasse et de l'hôtel Lumière. Oui, c'est de ce côté que se tient encore les journées de vente promotionnelles à la terrasse et de l'hôtel Lumière. À quoi? Avant donc de passer donc à la vente de ce matin, je tiens déjà à présenter aux Camerounais que vous avez en exclusivité la première marque de chaussures camerounaises, la marque des chaussures Omès, qui sont donc en vente du côté bien sûr de la terrasse et de l'hôtel Lumière. Ces chaussures qui sont fabriquées par un Camerounais, c'est des sabots, c'est des chaussures de qualité, c'est la marque Omès qui est donc en
en pleine présentation du côté, bien sûr, de la terrasse de l'hôtel Lumière. Alors, je rappelle que de ce côté-là, vous avez 3 paquets de miondo à 1000 francs. Mototenye Sengalemba Tatan, à l'endé aux terrasses de l'hôtel Lumière. Vous avez 3 paquets de miondo à 1000 francs. Vous avez le kilogramme de viande de bœuf avec le cadeau à 1750 francs. Le kilogramme de viande de bœuf. Vous avez 3 kilogrammes de riz à 1000 francs. Je rappelle que le riz coûte déjà 500 francs sur le marché camerounais pour ce qui est du kilo, mais parce que c'est le concept Salaka, vous avez 3 kilogrammes de riz à 1000 francs du côté bien sûr de la terrasse de l'hôtel Lumière. Un sac de riz de 50 kilogrammes, vous l'avez à 17 000 francs au lieu de 22 000 du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière. Sans oublier également que vous avez le maquereau Oya Oya. Le maquereau Oya Oya qui coûte 1350 francs le kilo, voire même 1400 francs. Mais vous avez 2 kilos de maquereau Oya Oya à 1500 francs du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière. Sans oublier les morceaux de savon de 400 grammes. Vous les avez à 200 francs. Ça se passe à la terrasse de l'hôtel Lumière. Ainsi que les montres de sécurité, ces flettes. Tous ces produits sont en vente pendant 3 jours. Lundi, mardi, mercredi et du côté de la terrasse de l'hôtel Lumière de 9h à 20h. Sans oublier les produits Tiof également qui sont en vente à la terrasse de l'hôtel Lumière. Nous allons tout de suite ouvrir la vente de ce matin par les tapis de qualité pour la décoration. Regardez bien entendu. Donc vous avez donc des tapis, chers téléspectateurs, à 14 000. Un tapis de qualité super, tapis neuf dans le carton, vous l'avez à 14 000 francs. Du côté, bien sûr, de la terrasse de l'hôtel Lumière, les tapis à 14 000. On parle également toujours d'un robot mixeur 2 balles. Vous l'avez à 11 000 francs. Cette offre est valable pour 3 jours. Même les clients qui sont hors de Douala peuvent commander ces produits au même prix que ceux qui sont à Douala. On parle également d'un fer à vapeur à 6 500 francs. Un fer à vapeur de qualité, vous l'avez à 6 500 du côté bien sûr de la terrasse de l'hôtel Lumière. C'est à Douala au Cameroun. On parle également de plus en plus, toujours dans le cadre de ces ventes, le Hoofer à 33 000 francs. Au lieu bien sûr de 35 000, vous l'avez à la terrasse de l'hôtel Lumière. Un régulateur de tension numérique à 15 000 francs, chers téléspectateurs. Les ordinateurs complets, vous les avez à 40 000 francs. Un ordinateur complet. Les régulateurs de tension à 15 000. Ça se passe à la terrasse de l'hôtel Lumière pendant 3 jours. Les bouloirs à 5 500 francs, chers téléspectateurs. Les bouloirs en inox, vous les avez à 5 500 francs. Les ordinateurs complets. Regardez bien l'en-tête. La terrasse de l'hôtel Lumière accueille le concept Salaka du côté bien sûr de Douala. On parle également de plus en plus, toujours dans le cadre de ces jeux de vente professionnels, les clés USB à 8 500 francs. C'est du côté bien sûr de la terrasse de l'hôtel Lumière, chers téléspectateurs. Courez dès à présent, achetez bien entendu un grand robot mixeur à 22 000 francs, chers téléspectateurs. N'oubliez pas également les grands fers à vapeur à 10 000 francs. Et surtout, tous ces articles-là, vous les avez à la terrasse de l'hôtel Lumière pendant 3 jours, de 9h à 20h. N'oubliez pas le kilogramme de maquereau à 750 francs, le kilogramme de viande de bœuf à 1750 francs à la terrasse de l'hôtel Lumière. Madame, Monsieur, tout de suite, la revue des réseaux sociaux. Week-end ensanglanté sur les routes du Cameroun. Ça, c'est la route Bafoussam-Yaoundé. À Ndikinimiki, précisément, un accident de la circulation a ôté la vie à 38 personnes selon les chiffres officiels et plusieurs blessés sont encore dans les centres hospitaliers environnants. Et encore cette même journée-là, il y a eu un accident à Saint-Mélima qui a ôté la vie à 2 personnes. Ici à Douala, il y a un incendie au marché Mbopi. Finalement, c'était un week-end très triste pour le Cameroun. Sur la toile, il y a des avis qui divergent. Tantôt, les internautes parlent des situations de fin d'année qui poussent certains à faire des sacrifices. Par contre, on revient dans des causes objectives sur certains commentaires qui établissent plutôt l'état même des routes, de ces ponts, ces autoroutes qui sont finalement des petites ruelles et qui ne permettent pas à ce qu'il y ait 2 ou 3 véhicules qui passent au même moment. Ça, c'est un ensemble de causes qui pourraient expliquer, mais voilà ce qui s'est passé au Cameroun ce week-end. C'est des images en même temps qui font le tour Très de la triste, toile. on n'a pas pu montrer les véritables images parce que c'est
vraiment non, pas, on peut pas quand même, à montrer vous savez, les dépouilles et autres des la personnes déontologie décédées. ne permet pas que nous puissions montrer les images aussi choquantes à l'antenne, de peur justement de représailles, des sanctions qui peuvent en découler avec le Conseil national de la communication, ce qui est très interdit. Il est important de le dire. Et même sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est important de rappeler aux Camerounais que des images pareilles ne devraient en réalité pas être autant diffusées, parce qu'on sait le choc que ça fait et l'éducation que cela porte auprès des enfants. On ne doit pas éduquer une population avec le sang un peu de partout. C'est pas de nature justement à regarder ces images. Mais il est important de décrier, de pleurer, peut-être d'écraser une goutte de larmes pour ce qui s'est passé ce week-end, précisément sur l'axe Yaoundé, Bafoussam et Charlemagne Bachou. Vous dites effectivement que c'est l'hécatombe, c'est inacceptable, c'est incompréhensible. Et vous appréciez cela d'une façon particulière ce matin. Il faut déjà dire qu'il y a eu 2 accidents, parce qu'on parle d'un seul. Il y a un bus qui est rentré dans un ravin, il y a un autre qui a heurté un camion. Dans la même localité. Dans la même localité, ça il faut le préciser. Donc vous parlez de 2 bus. 2 bus, monsieur Michel Gachou. À Mengong, on a eu 3 morts. À Kone-Etier, on a eu 2 morts. À Boya, on a eu 2 morts. Je suis très outré, je suis scandalisé que jusqu'à cette heure, le chef de l'État, qui est prompt à réagir lorsqu'il s'agit des pays voisins, il est prompt à réagir, à adresser des lettres de condoléances, que le président de la République du Cameroun n'ait pas pris la peine, un temps soit peu, de s'arrêter pour pouvoir adresser des condoléances aussi émouvantes, surtout qu'on était en pleine célébration des fêtes, aux sorties des célébrations encore, M. Michel Gachou. Cela me fait mal au cœur que véritablement on se prononce à dose homéopathique dans ce pays. Si le fait d'ici le 31, ça n'aura plus le même impact que si cela avait été fait aujourd'hui, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez 70 personnes dont les numéros de téléphone ne passent plus, qui ne répondent plus présents parce qu'ils ont échoué dans un ravin. Monsieur Michel Gachou, la faute à qui? La faute au ministre du Transport. Ministre du Transport, pourquoi? Parce que un peu dans tous les départements ministériels, on a pris des résolutions, des engagements lors de la préparation de ces fêtes de fin d'année. Est-ce que le ministre des Transports, M. Ngale Bibé, ne savait pas qu'il y a une prime de 10 000 francs et de 5 000 francs par agence qui sont donnés aux transporteurs, aux chauffeurs qui font des tours supplémentaires? Est-ce qu'il n'est pas informé, monsieur le ministre, que plus si vous devez faire 4 tours par jour, vous faites un 5e tour, vous avez 5 000 dans certaines agences et 10 000 dans d'autres agences, qui devaient avoir un flux terrible sur nos axes routiers? Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Gachou, les différents axes sont en chantier. L'axe de Douala-Bafoussam est en chantier sur plusieurs kilomètres, où une entreprise est venue concasser sensiblement la route, abandonnant à qui mieux mieux. L'axe Bafoussam est dans un autre état. Rappelons-nous que quand il venait d'arriver, il avait trouvé sur sa table un dossier de 1000 chauffeurs qui avaient des problèmes de vue. 1000 chauffeurs des agences qui avaient des problèmes de vue. Comment est-ce que ce dossier a été géré? À l'approche des fêtes, M. Michel Gachou, à l'approche, il a trouvé un dossier brûlant sur sa table. Qu'a-t-il fait? Point d'interrogation. Autre chose, M. Michel Gachou, la majeure partie des bus qui circulent sont des bus dont on a refait la peinture. On a refait la peinture. On a refait la carrosserie. Je vais vous dire particulièrement concernant cette agence qu'il n'était pas 70, c'était 90, parce que des gens étaient assis dans le couloir. Autre personne accusée, c'est Galax et Toga, M. Michel Gachou, secrétaire d'État à la Défense, parce que sur l'axe, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de brigades motorisées. Il y a plein de routiers sur l'axe routier, M. Mais dans la nuit, où sont-ils? Vous avez plein de policiers. Comment des gens peuvent être assis sur les couloirs et les bancs de touche? Posons-nous la question. Les répertoriés, les non répertoriés. Alors je dis, à défaut de nous raconter des balivelles comme quoi la prévoyance, vous appelez ça quoi? La prévoyance routière a rapporté 14 milliards de francs CFA. On aurait commencé par préserver des vies. Et je pense ici là que le ministre, ces différents ministres devraient véritablement prendre le taureau par les cornes. On avait dit qu'il ne fallait pas susager. Monsieur Michel Gachou,
avec toute la colère que je porte, il était prévu que les chauffeurs dorment au moins 2 heures, dans une chambre aménagée dans l'agence. Les chambres ne sont pas aménagées. Les chauffeurs, un chauffeur pour faire un voyage, devait avoir son suppléant. C'était 2 chauffeurs par bus. Mais ce que nous avons, c'est un chauffeur, un motoboy. Où est le ministre des Transports à l'intérieur? On vous a compris, Charles Amenbatou, justement, sur cette question. Dominique Audrey, vous appréciez également ce décès tragique, cette hécatombe de Ndiki Nemeki? Oui, c'est un accident qu'on aurait certainement pu éviter. Et là, moi, ma voix, je l'adresse au ministère des Travaux publics. Parce qu'il faut interroger l'état de nos axes routiers aujourd'hui, qui est aujourd'hui véritablement accidentogène. On a des nids de poules un peu partout sur tous les axes routiers et tout ce qu'on réussit à faire, c'est qu'on va mettre un truc, on va boucher un peu et c'est tout, on est passé, on a vite fait de passer. Est-ce que c'est pas parce qu'on va parler comme on parle là? Oui. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change dans ce pays? Les Camerounais ne sont pas prêts. C'est quel pays, Michel ça? Ngachou. Les Camerounais ne sont pas prêts à exiger le changement. Ils ne sont pas prêts. C'est quoi Ils sont combien? Si vous entrez dans un marché, vous dites, il faudrait que ça change. Il faudrait qu'on ait des routes. Ou bien il faudrait qu'on ait impérativement de l'eau. Des gens meurent. Qui me ça suit? n'indigne Personne personne. ne vous suivra. Personne ne vous suivra parce que chacun Des gens dira... meurent, on ne demande pas de compte à qui que ce soit. On ne se lève pas pour dire, on va m'aller scander même chez le Premier ministre. Et ces ministres- Monsieur le Premier ministre, il y a un meurtre. et ces ministres-là, ne sont Les pas axes prêts. sont éclairés. C'est éclairé. Entre autres. Donc, pas de route, pas À d'éclairage, 2 heures de la nuit. rien du tout. Pas de contrôle non Ce qui est plus. surprenant, permettez-moi, ce qui est surprenant, c'est que moi je suis à Yaoundé ce week-end, quand j'ai l'information, parce que j'ai également mon téléphone dans une voiture, je suis à la DRPJ où je suis en train de faire justement constater cet égarement dans un véhicule. Mais c'est le policier qui est en train de me poser des questions, qui me dit, monsieur le journaliste, est-ce que vous savez que on est autour de 10 h du matin? Je dis, mais non, je ne suis pas au courant. Et on échange. Mais et lui-même, on se demande, mais c'est quoi ce pays où les gens décèdent? Les gens sont couchés chez eux. Il vous pose la question. Sans se lever, dire, on va aller demander au Premier ministre, même scander avec des banderoles et des pancartes, que les gens sont morts. Dites-nous. J'ai dit, depuis que les gens sont décédés, c'est quoi ça? les gens tombent là-bas chaque jour. On envoie seulement les communicants. Mais écoutez, M. Mbacho, à un moment donné, on parle de colère. Mais Notre je pays cherche, je est perds un- mon latin, mais notre c'est pays, incroyable. De façon générale, nos routes, ce sont des cimetières. Et on est tous dans des cercueils. Et on laisse faire. Oui. Monsieur Michel Ngachou, vous avez vu l'accident qui est arrivé ces jours, si Dieu merci, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Vous avez des gars qui roulent avec des Ford américaines. Vous voyez la dimension de ces Ford. Regardez la largeur de nos routes. En face, il est en train de venir aussi quelqu'un, c'était les trucs anglais ou canadiens. Moi, je ne connais pas les différentes marques de voitures. Ils avaient des ravins, ils n'ont pas pu, ils se sont rentrés dedans. Mais c'est vous dire qu'il y a, regardez même les phares. Monsieur Michel Ngachou, les phares. Regardez la façon avec lesquelles les gars roulent avec des phares inadaptés, inappropriés. Les Bensikis, non, mais vous permettez qu'on a de se lever. Le ministre des Transports doit démissionner. On doit faire démissionner le ministre des Transports. Regardez les affaires des phares, monsieur Michel Ngachou. Vous roulez un Bensikine, vous envoie. Mais à bon Les Dieu. Camerounais. Vous avez des gars qui ont ce qu'on appelle des phares laser. démissionne. Le Cameroun doit normaliser des phares. C'est incroyable. Bon, Bengan. C'est quand même grave. Bon, Bengan, justement. On sait que depuis hier, c'est une colère assez grave quand même. Vous dites justement qu'il faut, il faut faire quelque chose au plus vite quand même. Non. Comme Arsène Ngale Bibekons, peut-être en montrant aux Camerounais que je suis solidaire de votre colère, je quitte la fonction du ministre des Transports. Au moins. Il a gagné les toilettes publiques, les toilettes des agents. On paye toujours. Quand vous posez le problème comme ça, comme Charles Lamel l'a posé, Paul Biya est aux anges. Parce qu'il dit que lui, C'est il est les bon, autres, son c'est entourage eux. Il n'y est est pour mauvais. rien. Son entourage qui est mauvais. C'est lui le problème. Mais puisqu'il ne veut pas quitter. C'est lui le problème. Ce n'est pas les ministres. Patrice Ambassala vous a démontré par 1000 preuves que c'est lui l'ingénieur de l'État. Il veut travailler. On lui dit c'est pas pour ça que tu es là. On l'a fait sortir. Donc ne croyez pas. Il y a quelqu'un qui prête serment. Et ce quelqu'un-là a dit en 2003
que la priorité de mes priorités, c'est les infrastructures routières. Il ne fait rien et vous vous en prenez à ses collaborateurs. C'est pas possible. Alors, les Camerounais, donc, c'est dit que c'est lui qui a pris l'engagement. Du peuple camerounais qui a élu Paul Biya et qui est incapable justement de lui demander des comptes par rapport à ce qui se passe. C'est pas ce peuple dans lequel on vit. Le président est bon, hein, c'est son entourage qui est mauvais. C'est faux de cesser avec ça. Justement, il va vous cogner les têtes, vous tirez entre les gens. C'est lui le problème. Le président et son entourage. On ajoute les deux. Non, c'est lui. C'est lui qui choisit son entourage. Aucun ministre n'est venu solliciter les suffrages ici. On aurait dit qu'il a truqué les élections. Or, lui, il a truqué les élections et il continue à truquer les élections. Donc, on lui dit, assume. Voilà, mais il ne vous parle même pas. Voilà, mais à ce moment, peut-être tout à l'heure, après l'émission, il fera un tweet pour dire on doit l'interpeller jusqu'à ce qu'il résolve le problème. Oui, il fera un tweet tout à l'heure pour dire Camerounais, j'ai appris la compassion et tout. Non, mais Michel Gatou, c'est pas vous savez ce qu'on appelle autoroute au Cameroun? Permettez. Les ruelles. Non. D'abord, ça n'existe. Non, ça n'existe pas encore. Pourquoi ils appellent ça autoroute? Non, ils ont appelé ça axe lourd. Parce que justement, ça n'entre pas dans la nomenclature des routes. On connaît les départementales, la provinciale et la nationale. C'est parce que quand les gens ont tellement parlé, vous avez donc vu Paul Biya commencer à demander qu'on mette les plaques nationales numéro 1, nationale numéro 3, sans que ça ne réponde aux normes du national. Donc c'est lui qu'on doit interpeller, cher ami. Non, donc Paul Biya est le problème de ce pays. C'est lui le problème. C'est lui. On a un autre sujet, je vous en prie. Oui, l'autre sujet, c'est notamment la guerre Fumban entre le maire Patricia Tomaino Namjoya et le sultan roi des Bamoun, Bombo Njoya, parce que Madame le maire veut détruire la porte renouvelée de l'entrée de Fumban. Justement, vous savez qu'il y a eu un incendie le 29 novembre dernier et le sultan a décidé de la reconstruction après la contribution des fils et filles de Bamoun, de Fumban. Oui, il y a eu la reconstruction à laquelle Madame le maire s'était opposée et avait même voulu stopper les travaux. Sauf qu'aujourd'hui, on a réussi à terminer les travaux et le sultan invite Madame le maire à participer ou encore à assister à l'inauguration de cette nouvelle porte d'entrée et Madame le maire dit que je vais détruire. Voilà. Je ne sais pas comment on va parler de compétences entre l'autorité traditionnelle et l'autorité municipale aujourd'hui. Mais quand même, il y a une question d'élégance quand même en Dominique Audrey qu'il faut avoir. Lorsqu'on parle à un chef supérieur, est-ce que l'attitude de Madame Tomaino Namjoya est une attitude acceptable du point de vue, on dirait même anthropologique, sociologique aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse quand même à son chef? Là, on n'est pas dans le cadre de la chefferie. Je ne pense pas qu'on soit dans le cadre de la chefferie, auquel cas vous demanderez qu'il y ait une certaine posture quand on veut se parler. Donc, si elle était allée là-bas en tant que sujette, ça aurait été une chose. Mais maintenant qu'elle va là-bas, elle arbore sa casquette de maire, il y a certainement autre chose. Mais maintenant, le fait que madame veuille détruire un mur qui a déjà été construit, c'est un problème. C'est un problème parce qu'on a réussi à régler le problème. Et j'ai lu qu'un internaute a dit, mais madame, il y a d'autres problèmes dans la localité, notamment l'eau, les écoles et tout. Il faudrait peut-être faire abstraction de ce que, ok, on a un peu outrepassé votre autorité. Oui, votre autorité en le faisant, mais la porte est là et c'est Fumban qui gagne. Mais maintenant, elle gagnerait peut-être à demander une audience et à parler à son chef et à aller lui dire ce qu'elle pense réellement de ce qu'il a fait. Et là, les relations ne pourront que bien se porter. Mais à côté de ça, c'est déjà construit. Et vouloir détruire, là, ce qu'elle va réussir à faire, c'est s'attirer les foudres du peuple de là-bas, qui malgré tout respecte encore. Restez très attaché justement à leur civilisation et à leur culture. Maman Bengan, le chef, l'autorité traditionnelle, le sultan roi des Bamoun, semble être humilié par sa fille, par sa femme aujourd'hui. Oui, tout à fait. D'abord, le problème qui se passe, c'est la République. Et j'interpelle encore le président Paul Biya et Aïdjo avant lui. On n'a pas su négocier l'entrée de nos royautés dans la République. Et on va comme ça de coq à l'âne sans résoudre le problème. En plus, Madame Namjoya vient apporter un problème de famille. Depuis l'époque des Allemands, on a
toujours voulu prendre quelqu'un de la royauté pour l'amener au sein du gouvernement. Notamment le père de Ndamjoya Aruna, avec le français, il a été coopté comme ça pour laisser Seydou Ndjimelou, le père de Mbombo Njoya, ici. Mais après, lorsque Ndamjoya quitte le gouvernement, Paul Biya se trouve, je ne sais pas ce qui l'obligeait, à prendre Mbombo Njoya comme membre du gouvernement. Je ne sais pas pourquoi. Et ça crée donc dans UDC, RDPC, c'est ça? Non, mais les deux sont des aïdoïstes. Moi, je ne vois pas des choses de cette manière. Ils sont dans la même chambre, dans la même maison. Ils sont seulement chambre à part. L'UDC, RDPC, j'ai dit même maison, chambre à part. Donc, il ne faut pas voir ça autrement. Il ne faut pas voir ça autrement. Maintenant, les usages de la République recommandent quand même que même De Gaulle ne grondait pas le prince de Monaco. Quand même, il y a des secondes que je pense que si c'est ça, l'école occidentale vous a appris, je ne sais pas, nous les indigènes, on sait qu'on doit se parler. Et ici, le sultan avait adressé une lettre à Madame le maire. On dit Madame le maire ou Madame la maire? Ça dépendra de vous. Bon, d'accord. Que ce soit le ou là, ça passe. Ah, voilà. À Madame le maire, en lui disant que nous allons procéder à la réflexion de. Au lieu que Madame maire revienne en disant, voilà, la séance de travail, ou alors moi je vais me comporter comme ça, il lui a dit non. Comme si on adressait à son supérieur, il a dit à Mbombo Njoya non. Or, jusqu'en 1977, avant qu'on ne parle de communes de plein exercice et tout ce que vous savez, cette porte appartenait à la royauté de Fumban. Donc c'était une propriété du roi depuis 500 ans. Maintenant, lorsque la République a voulu prendre cela, parce qu'on veut une nouvelle organisation, d'accord, le palais royal a cédé. Mais céder, ça veut dire quoi? Il faut donc entrer, comme on parlait tout à l'heure des accords de la France et du Cameroun. Il fallait donc voir quel est le deal qui avait été fait à l'époque. Est-ce que c'est ça qui avait fait que le prince, le roi, Seydou Ndjimoli, le père de Mbombo Njoya, ait donné son fils pour qu'il continue dans l'administration publique? On ne sait pas. Donc c'est des choses que sa femme, dans la tradition, Madame Ndamjoya est sa femme. Et maintenant, dans la tradition aussi, c'est sa belle-fille. Parce que là, Ndamjoya, décédé, est le fils du sultan. Voilà. Il est le fils du sultan. Donc, mon fils meurt, vous venez remplacer, on n'a même pas encore terminé le veuvage, vous venez commencer. C'est un homme, non. Ça marche pas. Madame le maire, vous dérangez. Voilà. Merci beaucoup, mon Bengal. Merci à vous, madame, messieurs. Merci pour l'intérêt que vous portez chaque jour à nous regarder sur les antennes Equinox Télévision. Merci avec 10-12 le Zénith qui continuera encore à vous servir chaque jour. Nous tenons quand même à vous dire merci parce que depuis quelques jours sur la toile, à travers une page baptisée Médiatude, vous avez choisi de nous donner vos voix pour élire non seulement la chaîne qui est la vôtre à travers les catégories qui sont évoquées là-bas. Nous n'allons peut-être pas être jugés partis, mais nous vous laissons toujours le choix d'apprécier et nous restons focus sur ce que nous avons à faire, travailler pour servir le peuple. N'oubliez jamais que vous devriez, quoi qu'il en soit, chaque jour de la vie, vous intéresser aux affaires de la République, la construction du pays. Ça veut dire, en d'autres termes, vous devrez faire la politique. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain, 10h.